Avant de donner la parole à nos conférencières, permettez-moi de vous les présenter brièvement. Tout d'abord, Camille. Camille Arpin, elle est éditrice pour Éductive, auparavant Prof Web, depuis 2019. Elle a enseigné le français et la littérature dans différents cégeps de la province. Elle poursuit actuellement des études de 3e cycle en enseignement supérieur à l'Université de Sherbrooke. Quant à Lisa Marie Gauthier, elle est conseillère technopédagogique. Tu avais préalablement travaillé à la POP, là, Lisa Marie, et maintenant, là, vous êtes chez Éductive là, depuis le mois d'août dernier. Lisa Marie, elle est détentrice d'une maîtrise en technologie éducative à l'Université Laval. Ses champs d'intérêt sont la conception de formation et la découverte de nouveaux outils technologiques. Elle a également travaillé 5 ans dans le domaine de l'éducation primaire et préscolaire. Alors, je vous souhaite un bon webinaire, mesdames, messieurs. Merci, Nicole. Je vais commencer mon partage d'écran. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Merci de vous être joints à nous donc, pour qu'on parle d'engagement sur, je dirais, ce jeudi midi. Donc, avant d'entrer, je dirais, dans le vif du sujet, quelques mots sur Éductive. Donc, Éductive, pour ceux qui ne connaissent pas, dans le fond, notre offre de service et notre site web. Donc, je dirais, c'est un service qui est financé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, notre nouveau site a été lancé il y a 1 an, en novembre 2021, puis renferme tous les contenus des organismes, donc Prof Web, la vitrine Technologie Éducation et Déclic, qui œuvraient depuis longtemps dans le réseau collégial. Donc là, on a mis, je dirais, toutes nos forces ensemble là, pour créer un nouveau secteur de pédagogie numérique au sein de Collecto, auquel s'est joint la POP donc, en juillet dernier. Plus concrètement, sur notre site web, là, ce que vous retrouverez, c'est vraiment de nouveaux contenus toutes les semaines, autant en français qu'en anglais, où là, donc, on vous partage des ressources pédagogiques, que ce soit des outils, des fois qu'on voit passer au sein de notre équipe éditoriale, donc ça pourrait être vraiment intéressant à intégrer dans notre enseignement, de nouvelles pratiques, ou aussi, moi, ce que je chéris particulièrement, c'est les récits de pratique, où là, on discute avec des enseignants dans toute la province, puis on relate un peu un projet, un bon coup qu'ils ont réalisé dans leur cours, là, souvent qui, je dirais, ce sont des projets qui allient technologie et pédagogie. De plus, on a lancé donc de nouveaux balados. Il y en a un, on est à notre 2e saison donc, de Jason pédagogie numérique, où là, c'est vraiment des professionnels de l'enseignement qui vont venir partager un peu leur expérience et comment ils conçoivent, là, je dirais, la pratique enseignante, puis aussi sur différents enjeux, différents thèmes. Et on a un tout nouveau balado là, que Lisa Marie co-anime avec Jean-François Pilon de la DTE, où là, on va vraiment mettre de l'avant des ressources libres, donc des outils libres qui pourraient vraiment venir, je dirais, vous aider donc, dans votre pratique enseignante. Aussi, ça, c'est un peu ce qu'on a en termes de contenu, de publication, ressources, mais il y a aussi d'autres volets donc, qui s'inscrivent dans Éductive. On a un calendrier sur notre site web qu'on essaie de retracer tous les événements qui pourraient être pertinents pour un enseignant, là, je dirais, du collégial. Aussi, il y a des volets un peu plus de laboratoire, je dirais, émergents, où là, c'est vraiment des pratiques émergentes qu'on va venir discuter ou même juste pour rassembler des gens autour de différents sujets pour échanger. Et il y a aussi, donc, je dirais, si vous fouillez un peu, là, on peut venir aussi en soutien pour différents projets de recherche, que ce soit par émettre des lettres de référence ou juste des fois avoir un peu plus d'expertise. Donc, si vous avez des questions ou envie de collaborer avec nous, n'hésitez surtout pas donc, à nous écrire, à nous faire signe. Et juste pour clore, je dirais, ce sujet-là, je vais tout de suite le mentionner avant de l'oublier. Si vous voulez vraiment ne rien rater un peu de ce qu'on fait, des nouveautés qu'on publie, c'est de vous abonner à notre infolette. C'est 1 fois par semaine, habituellement le mercredi, ou sinon de nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler d'engagement puis de différentes stratégies qu'on pourrait mettre en place, je dirais, dans nos cours
donc pour vraiment essayer de motiver, d'engager nos étudiants tout au long de notre session. Donc, dans un premier temps, on va parler un peu plus, je dirais, de manière théorique de ce qu'est l'engagement, quelques définitions clés. Ensuite, Lisa-Marie va enchaîner avec vraiment plus comment engager les étudiants de manière pratico-pratique, quelques différentes astuces qu'on peut imbriquer dans nos cours. Et finalement, on va faire toutes les deux un survol de différentes pédagogies qui mettent vraiment les étudiants en action. Donc, qu'est-ce que l'engagement? Je vous retourne cette question-là. Qu'est-ce que l'engagement? Je vous propose là, de répondre donc, par le biais du Wootlab que vous voyez. Vous avez le code QR que vous pouvez donc sélectionner ou simplement rentrer le code donc, que vous voyez en haut de l'écran sur wootlab.com pour accéder au sondage et nous partager donc votre réponse. Selon vous, qu'est-ce que l'engagement? Les réponses commencent à rentrer. Donc, un intérêt, oui, intérêt à apprendre. Donc, concentration, motivation, participation, oui. Donc, on voit que vous êtes en feu, ça devient donc plus rapidement. On a implication, s'investir, donc un arrimage entre motivation et action. J'essaie de voir donc de survoler un peu ce que vous avez écrit. Inciter les étudiants à s'investir dans les cours, susciter la motivation. On a donc actif dans l'apprentissage. On a une implication. Être présent à ce qui se passe en classe. Ensuite, on a intérêt pour l'apprentissage. L'énergie. Lorsque la personne apprenante perçoit la tâche qu'elle exerce. Donc, mobilisation. Montrer son intérêt par la participation. Capacité à se mobiliser pour réaliser une tâche. Action, un pas vers l'action, vers le changement. On a donc implication et motivation. Responsabilisation de l'apprenant. Donc, participation active, je dirais c'est ce que vous faites en ce moment, là, même si on ne vous voit pas. Donc, les réponses, on a quand même 72 réponses qui sont rentrées. Donc, participation, intérêt dans l'apprentissage, c'est s'investir. Je dirais, donc, toutes vos réponses sont bonnes en soi, donc c'est tout à fait en lien avec notre sujet. Je vais brièvement, donc, je dirais, enchaîner avec ce qu'on peut sortir d'un peu plus théorique. On va distinguer l'engagement, je dirais, en deux tensions. On a d'abord la motivation, qui est vraiment, donc, la motivation,
Je reprends dans le fond un article de pédagogie collégiale qui avait été écrit par Séverine Parent en 2014. Donc, qui était un peu cette idée-là que la motivation est un ensemble de désirs et de volontés qui poussent une personne à accomplir une tâche ou à viser un objectif correspondant à un besoin. C'est vraiment la motivation est le premier pas vers un engagement durable, donc vers cet engagement-là qu'on va voir soit sur toute la session. Je dirais, la motivation, on va le voir souvent en début de session où là, les étudiants arrivent à l'heure à notre cours, donc on souhaite déjà acheter le matériel, prennent des notes, donc sont à leur affaire. Mais comment on peut transformer ces efforts-là, cette première motivation-là, dans une motivation qui va perdurer dans le temps? C'est vraiment là où ça va devenir de l'engagement concret. Et l'engagement, donc si on ressort un peu, donc une définition, c'est avec un article qui est paru donc l'hiver dernier, l'hiver 2021, donc, dans Pédagogie collégiale également, où là, on parlait vraiment que l'engagement des étudiants dans un cours est ancré dans l'action, tel que plusieurs d'entre vous l'avez mentionné là, quand on vous a posé la question, et décrit l'énergie que les étudiants justement vont investir dans les activités d'enseignement et d'apprentissage proposées donc, par leurs enseignants. On peut faire l'analogie suivante que je trouve très révélatrice, si on veut. Souvent, donc, en début d'année, tout le monde va prendre des résolutions de manger plus sainement et faire de l'exercice physique. En janvier, on est motivé, on suit ça à la lettre, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'au mois de juin, on a perduré, on a continué à adopter ces saines habitudes-là? Et est-ce qu'en novembre, on peut avoir le même constat et en décembre aussi? Donc, c'est vraiment cette idée-là, comment essayer de susciter la motivation ou du moins l'intérêt de nos étudiants tout au long de la session. Puis aussi, ce qui est, je dirais, qu'il ne faut pas perdre de vue, puis des fois, ça, on va l'oublier un peu en cours de route, c'est que l'engagement des étudiants va varier d'un étudiant à l'autre. Et leur motivation à être assis dans le cours va varier vraiment pour chaque apprenant. Certains veulent réussir avec les plus hautes notes possibles notre cours, donc souvent, des fois, sont un peu à la course à la fameuse cote R, donc on s'en cache pas, mais il y en a d'autres qui ont un engagement plus minime ou qu'on sent moins motivé parce que leur but à eux est de simplement réussir sur le seuil minimal, donc à 60, c'est une réalité. Donc, c'est sûr, les efforts fournis vont varier donc d'un apprenant à l'autre. Puis, donc, si on vous pose, je vais aller lancer notre deuxième question, ça ne sera pas bien long. Donc, qu'est-ce qui caractérise un étudiant engagé dans ses études? Donc, on l'a vu dans certaines réponses, mais c'est vraiment, c'est quoi, je dirais, les actions concrètes que vous allez voir qu'un étudiant, je dirais que vous observez en classe quand vous dites, oui, cet étudiant-là est vraiment engagé. Donc, qu'est-ce qui traduit, je dirais, cet engagement, cette motivation-là pour votre cours? On a posé des questions, implication, donc présence en classe, ponctualité. Donc, beaucoup la notion d'effort également revient. Autonome, l'autonomie effectivement, donc prend des notes. Donc, un étudiant qui garde le focus sur les différentes tâches, ne lâche pas, effectivement, intéressant. Donc, curiosité à apprendre. Donc, on voyait, donc, fait ce qui est demandé, ce qui lui est servi.
Initiative, transmettre la motivation aux autres. Pose des questions, tout à fait. Donc, a des comportements liés à son engagement, fait ses travaux. C'est ce qu'on souhaite, je dirais, quand on donne des travaux à réaliser, que tout le monde s'active à la tâche et fasse les travaux attendus. Un étudiant qui ne vise pas le minimum, donc je crois là, ça doit dire prêt à faire des efforts. Intervient en classe, intéressé à apprendre. Motivation, un étudiant qui garde le focus sur la tâche à accomplir. Fait plus que le strict minimum. Je vais retourner en haut. Désolée si ça tourne un peu. Donc, amène de l'eau au moulin en classe, se donne des objectifs concrets, interagit avec ses pairs et avec l'enseignant, veut comprendre et non seulement réussir. En cas d'absence, s'organise. Oui, à rattraper ce retard. J'attends encore 1-2 minutes, les réponses rentrent. Démontre son intérêt, persévère. Présence de corps et d'esprit, implication, autonomie, assiduité. Actif dans les activités, règle ses problèmes au fur et à mesure, trouve des solutions. Désire, j'ai vu passer rapidement, mais désire participer aux activités. Donc, persévère. Je dirais ce sont tous de très, très bonnes pistes et c'est effectivement, je dirais, toutes les réponses que j'ai pu survoler, donc que vous avez inscrites, sont liées à l'engagement, comme on va le voir d'une manière ou d'une autre, mais c'était surtout pour vous amener un peu à réfléchir, comme je vais changer notre diapositive, qu'on a donc 3 grandes dimensions, si on est encore un peu dans le théorique, de l'engagement. Donc, on a cette première dimension-là plus comportementale, qui va être vraiment liée à un étudiant qui est engagé, va sur le plan, si on veut, comportemental, j'aime pas le terme, c'est vraiment le suivi des règles, donc va respecter les consignes, va remettre ses travaux à temps, va participer aux activités, donc on l'a beaucoup vu dans vos réponses, c'est vraiment ce respect-là, s'engager dans ces activités, poser des questions, donc vraiment s'assurer de respecter, de suivre ce qui est demandé par l'enseignant. Il y a aussi une dimension de l'engagement qui est plus émotionnelle, qui est vraiment liée au sentiment d'appartenance en classe, donc, qui va être des réactions affectives, qui va, je dirais, sauter à pieds joints dans des projets qu'on lui propose, qui va collaborer des fois plus facilement avec ses pairs, ou sinon, des fois, aller aider un autre élève qui a plus de difficultés. Donc, on va vraiment voir cette synergie-là de groupe ressortir quand les étudiants sont engagés sur le plan émotionnel. Et finalement, il y a un aspect plus cognitif, si on veut, qui est vraiment lié plus aux stratégies que l'étudiant va mettre en place, je dirais, chez lui ou à tout le moins dans ses périodes d'études. Comment il travaille à la maison? Est-ce qu'il s'organise? Est-ce qu'il réfléchit aussi, je dirais, plutôt, est-ce qu'il utilise des stratégies de métacognition? Est-ce qu'après un examen qui s'attendait à avoir une note peut-être plus élevée que ce qu'il y a eu, il va prendre le temps de lire les commentaires qu'on a écrits, d'aller poser des questions à son enseignant, donc pour vraiment
valider sa compréhension, rectifier le tir au besoin. Donc, qu'est-ce qu'il va, je dirais, mettre en œuvre pour s'assurer un peu de réussir et de faire des apprentissages concrets et fédérateurs, là, si on peut. Donc, c'est vraiment cette portion-là, plus l'engagement cognitif, qu'on a peut-être des fois un peu moins de mainmise en tant qu'enseignant sur cette partie-là, parce que c'est vraiment un travail de métacognition que l'étudiant va faire des fois un peu par lui-même chez lui, quoiqu'on peut toujours aider nos étudiants en leur donnant vraiment des stratégies un peu à mettre en place. Pour certains, c'est moins inné ou moins acquis de s'organiser. L'organisation du travail donc, est peut-être plus complexe, mais on va voir là, différentes stratégies ensemble sur comment engager nos étudiants là, dans nos cours. Donc, avant de laisser la parole à Lisa Marie, est-ce qu'il y avait des questions? Genre, je ne crois pas. Non, pour le moment, je n'en vois pas. C'est tellement clair ce que vous dites, ce que tu dis, Camille, que pour le moment, il n'y a pas de questions. Parfait. Donc, dans ce cas-là, Lisa Marie, je te laisse la parole. Parfait. Merci, Camille. Donc, dans la deuxième section, on va parler un petit peu de stratégie pour engager nos étudiants et étudiantes pendant les cours. Donc, on va y aller un petit peu par petite échelle, des actions concrètes dans chacun des cours, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Donc, la motivation et l'engagement, on sait que ça a une influence là, dans nos cours sur l'interaction que nos étudiants vont déployer. Je vous présente deux graphiques. Le premier, c'est la courbe de l'attention des étudiants lorsqu'on place aucune activité et aucune stratégie pour interpeller nos apprenants. Donc, on voit que la courbe de l'attention descend énormément. Donc, vers le 15-20 minutes, on voit que la pente est très descendante. Et vers le 30-45 minutes, c'est presque nul. Donc, on voit que si on n'interpelle pas nos étudiants, on ne met pas d'activité en place, nos étudiants risquent de peut-être même dormir en classe, donc ils ne seront plus là, ils ne seront plus attentifs à ce que vous dites. Si on regarde le deuxième graphique, donc là, on voit une courbe de l'attention lorsqu'on place des activités et des stratégies pour interpeller nos apprenants. Donc là, on voit que la courbe descend, mais l'enseignant, à 30 minutes, il a mis en place une activité, ce qui fait remonter l'attention de nos étudiants. Et là, ça redescend, il replace notre activité à 45 minutes, l'attention remonte et redescend. Donc, le truc, c'est de placer des micro-activités, des activités environ aux 15-20 minutes pour permettre de faire remonter la courbe de l'attention de nos étudiants. Bien évidemment, on va le voir un petit peu plus tard, mais il ne faut pas toujours mettre les mêmes types d'activités. C'est sûr que si on fait toujours la même chose aux 15-20 minutes, c'est sûr que la motivation ne sera pas là. Donc, on essaie de mettre des choses un peu nouvelles pour pimenter un peu le cours et rendre ça un peu plus attrayant. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus là, sur les graphiques et tout ça, là, il y avait un petit lien en bas pour aller lire ça un petit peu plus tard. Donc, je vous présente 3 stratégies pour mettre en place, pour permettre la courbe de remonter le plus possible. Première stratégie, miser sur les interactions. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est qu'on propose de mettre en place des techniques de rétroaction en classe ou hors classe. Donc, qu'est-ce que veut dire une technique de rétroaction? Ça le dit un petit peu, mais c'est le fait de placer des activités pour valider la compréhension de nos étudiants au fur et à mesure qu'on montre une notion. Par exemple, ça pourrait être des questions que vous posez, tout simplement. Oui, désolée, je lisais le clavardage en bas. Ça pourrait être aussi des sondages que vous mettez en place, ça pourrait être des quiz que vous mettez, soit interactifs ou individuels, pour voir leur compréhension. Ça pourrait être des mises en situation, donc après 15-20 minutes, vous mettez une mise en situation, tous les élèves discutent, on discute d'une situation pour valider notre compréhension. Ça pourrait être des mini-débats aussi qu'on met en place, ou tout simplement un nuage de mots. Donc, on explique une notion et là, on dit « Ah, qu'est-ce que vous avez retenu? » Les élèves ressortent des mots-clés, on crée un nuage de mots sur notre compréhension d'un concept. Ensuite, deuxième stratégie, c'est l'intégration des outils d'apprentissage en ligne. Donc là, si on regarde la première stratégie, on voit que ça peut être tout simplement vous, en tant qu'enseignant, vous prenez la parole. Mais là, on pourrait aussi combiner la stratégie numéro 1 avec la deuxième, qui est d'intégrer des outils d'apprentissage en ligne.
Pourquoi? Parce que ça permet de créer un engagement, d'utiliser des outils. Donc, encore là, on peut valider la compréhension des étudiants avec les outils. On a mis 3 catégories. Donc, la première, ça serait par le biais de questionnaires ludiques. Donc là, on propose le Kahoot, Quizzes, il y en a beaucoup d'autres. En voici 2. Sachez que là, vous pouvez voir le potentiel de chacun. Comme Kahoot, je sais que là, la version gratuite a été légèrement modifiée. Donc, à vous de voir selon vos besoins. Donc, les questionnaires ludiques peuvent être utilisés pour valider justement les connaissances de vos apprenants, soit de façon individuelle ou en équipe. Donc, vous leur demandez de se mettre en équipe pour discuter du concept. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les murs virtuels. Donc, là, on a mis Microsoft Whiteboard ou tout autre tableau blanc interactif et Padlet. Donc, ça, c'est idéal, ces 2 outils-là, pour faire un travail collaboratif. Donc, vous donnez une tâche et vos étudiants se mettent en équipe pour discuter du sujet. Et la troisième catégorie, c'est les outils de sondage interactif. Donc là, on a mis Bootclap, Forms. Donc encore là, ça peut être tout simplement pour valider des connaissances, voir les connaissances préalables, demander l'opinion, donc un peu comme on a fait là, aux 2 questions précédentes. À droite, on a mis un article sur Éductif qu'on vous invite à aller lire un petit peu plus tard, qui vous donne là, plein d'idées d'outils d'intégration ajoutés. Andy là, en parle de 4. On a Booking, Flipgrid, OneNote et Teams. Donc, il donne un peu ses bons coups selon les 4 outils, c'est quoi les trucs, comment on peut les utiliser en classe. Donc, par exemple, Booking, là, il nous parle de la facilité de prendre des rendez-vous, comment lui, ça a facilité sa tâche. OneNote, il nous parle que c'est un outil idéal pour partager des notes de cours. Donc, les étudiants peuvent collaborer pour faire les notes de cours, ils peuvent souligner, annoter, réorganiser les notes de cours. Et Flipgrid, donc ça, c'est un forum, c'est comme un forum de discussion vidéo. Donc, si vous voulez une alternative à la place du forum écrit traditionnel, Flipgrid permet là, justement de faire des vidéos, que ça soit un petit peu plus spontané qu'à l'écrit. Pour faire suite aux outils d'apprentissage, ici, on vous a mis un super beau répertoire d'outils en ligne qui a été créé par Karine Jeté, donc enseignante du Collège Montmorency, en collaboration avec Éductif. Donc, c'est un répertoire d'outils numériques qui sont gratuits et qu'elle a tout testé en classe et qu'elle a divisé là, en différentes catégories selon vos besoins, selon ce que vous voulez placer en classe. Donc là, si on regarde les catégories brièvement, là, on voit qu'il y a la présentation de l'information. Ce serait quoi les outils qui seraient bénéfiques pour ça? Pour la création de questionnaires, qu'est-ce qui serait idéal? Pour les outils collaboratifs, pour la synthèse d'informations, la création de codes QR, la création de balados, qui est un peu en bas, création aussi d'éléments visuels variés également. Donc, vous irez faire un tour, vous promener, voir c'est quoi qui a été sélectionné, pour quelles raisons, c'est quoi aussi l'utilité de ces outils-là. Ensuite, la troisième stratégie, ça va se comporter en 2 éléments. Donc, on va commencer par la grande catégorie, donc créer des activités actives. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que souvent, on met en place des activités qui vont être plus passives. Donc, par exemple, écouter une vidéo ou faire une lecture. Donc, ces 2 types d'activités, souvent, l'étudiant va être assez passif et la tâche peut sembler un peu plus plate pour certains. Donc, on va essayer de rendre ces éléments-là plus actifs pour les rendre plus engagés à la tâche et rendre ça plus attrayant, si on peut dire. Comment on peut faire ça? Donc, si on regarde, par exemple, les vidéos, on pourrait dire aller à l'essentiel, donc faire segmenter vos exposés vidéo de 5 à 10 minutes. Donc, on voit que c'est en bas du 15-20 minutes, comme on parlait le graphique tout à l'heure. Donc, la vidéo est plus courte, il risque moins d'avoir de perte d'attention de la part de l'étudiant. On pourrait offrir des occasions d'évaluation formative. Par exemple, on écoute la vidéo où on fait une courte lecture et à la fin, on offre, par exemple, un questionnaire autocorrigé. Donc, l'étudiant peut valider tout de suite sa compréhension. Ou offrir des activités interactives en simultané aux activités passées. Donc, si la vidéo, par exemple, vous offrez une vidéo sur YouTube ou une autre plateforme qui est plus de 15-20 minutes, on sait que la courbe va descendre. Donc, pourquoi pas offrir une activité en simultané à la tâche pour le garder le plus actif possible. La même chose pour la lecture. Donc, ça pourrait être de faire construire une carte conceptuelle par les étudiants, donc de lancer des discussions sur les forums en lien avec l'écoute de la vidéo ou faire de l'annotation collaborative lorsqu'on a des textes à lire. Donc, on va le rappeler souvent, 15-20 minutes. Après 15-20 minutes, il faut rendre ça le plus interactif possible. Donc, retenez ça, c'est un élément très, très important.
Donc là, je vous parlais de 2 sections, les vidéos engageantes, les lectures engageantes. Parlons premièrement des vidéos engageantes. Ici, on vous a mis 3 articles, vous pourrez lire plus tard, là, qui parlent des vidéos engageantes, comment on fait pour rendre des vidéos un petit peu plus engageantes. Les vidéos ça peut être des vidéos que vous offrez en asynchrone, en devoir, avant la classe, ou tout simplement des vidéos aussi que vous mettez en classe. Les mêmes principes vont s'appliquer. Le premier texte à gauche, donc on voit, c'est Microsoft Stream. Donc, Catherine nous parle de comment ajouter une vidéo sur Stream et comment ajouter de l'interactivité sur la vidéo. Donc, elle nous parle d'ajouter un questionnaire Forms pour valider les connaissances et aussi l'option d'échange par commentaire. Donc, durant l'écoute de la vidéo, il y a une possibilité que les étudiants puissent échanger en commentaire sur la vidéo. Le deuxième texte, c'est sur H5P. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un outil qui est intégré directement dans Moodle qui permet de rendre des vidéos interactives. Donc, au cours de l'écoute, vous pouvez placer des questions pour que l'étudiant y réponde en cours de route. Sachez que si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur H5P, il y a un balado qui s'en vient là, spécifiquement sur H5P. Donc, on traite un peu de ses inconvénients, ses avantages et comment l'utiliser en classe. Donc, ça s'en vient très bientôt. Soyez à l'affût. Et le troisième texte qui est complètement à droite, donc on parle de 3 plateformes en ligne pour créer des vidéos interactives. Donc ici, dans cet article-là, Andy nous parle de 3 plateformes, Edpuzzle, VideoEnd et VideoNote. Le dernier, c'est idéal pour la prise de notes collaborative. Donc, il explique un petit peu le potentiel des 3 types de vidéos que vous pouvez faire avec ces outils. Ensuite, on va parler vidéo engageante, parlons lecture engageante, parce que ça aussi, souvent, les lectures peuvent être longues. Ça peut rendre les étudiants un petit peu plus moins attentifs, trouver ça plus long à faire. Donc, rendons-les un petit peu plus intéressantes, un petit peu plus interactives en parlant d'annotation collaborative. Donc là, on vous propose 2 textes qui parlent tous les 2 de l'annotation collaborative et de l'outil Hypothesis, donc qui est offert aussi sur Moodle. Donc, encore là, comme je l'ai dit, lorsque la lecture est très longue, pensez à mettre de l'interactivité pour garder l'étudiant le plus actif possible dans les lectures. Si jamais elle est courte, vous savez, c'est une courte lecture, vous pouvez en offrir aussi, il n'y a pas de problème, mais c'est surtout lorsqu'on sait que la lecture est plus longue. Il y a aussi d'autres, là on parle d'hypothèses, mais il y a d'autres types d'outils en ligne là, qui permettent de mettre des questions sur le texte que vous offrez à vos étudiants. Donc, il y a aussi Insert Learning et Do You Note. Donc, vous écrivez vos questions et vous les partagez à vos étudiants. Mais ici, là, on parle vraiment d'hypothèses. Donc, dans le premier texte, c'est une enseignante du cégep Édouard Montpetit là, qui parle de son expérience avec l'outil hypothèses, comment elle, en classe, ça l'a aidé ses étudiants. Et dans le deuxième article, on parle de hypothèses, donc les trucs et astuces pour bien faire de la notation collaborative, qu'est-ce qu'on doit apporter attention. Sachez que vous pouvez mettre de l'interactivité, oui, dans vos lectures, mais par après aussi, on peut reprendre nos outils qu'on vous a parlé dans la stratégie numéro 2, d'offrir par exemple un form, les étudiants lisent la lecture et remplissent le form en même temps. Donc, on peut utiliser tous nos outils qu'on vient d'aborder un peu plus tôt. Lisa-Marie, comme je ne peux pas poser de questions dans le module de questions, pourrais-tu me dire, c'est quoi l'hypothèse? Comment ça fonctionne? Je ne ferai peut-être pas un gros procédurier de comment ça fonctionne, mais je vous invite à aller lire l'article, mais c'est vraiment, c'est intégré sur Moodle, c'est une plateforme que les étudiants peuvent annoter les textes, s'écrire et ils laissent des notes. Donc, c'est vraiment comme un document Word, mais directement sur une lecture. Donc, ils peuvent tout écrire à l'intérieur dessus. Puis, comme complément d'information, Nicole, je dirais Hypothesis fonctionne sur Moodle. Il peut être, c'est assez simple pour venir l'imbriquer, ou même directement sur, je dirais, notre navigateur web qu'on peut le télécharger. Puis ça permet en sorte, si on veut, exemple, proposer aux étudiants de lire un article qu'on voit passer donc sur Internet, on peut comme envoyer le lien que ça crée dans Hypothesis. Et là, les étudiants vont venir commenter ce même article-là. Donc, ça permet de commenter, entre autres, des pages web ou différents textes. Donc, ça, je dirais, ça multiplie un peu les manières de communiquer avec les étudiants, mais c'est aussi, ça leur permet de créer ce nouveau fichier-là, si on veut, cette nouvelle lecture-là de manière collaborative. Donc, ils vont peut-être poser des questions, se répondre entre eux, après indiquer
des passages qui les ont surpris ou qui sont plus ou moins d'accord avec l'auteur. Donc, ça donne une nouvelle manière, je dirais, de présenter un texte. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc, il n'y a pas d'autres questions. On peut continuer avec la troisième section. Donc, la troisième section va porter un petit peu plus sur les types de pédagogie que vous pouvez mettre en place pour justement engager vos étudiants. Donc, la première pédagogie qu'on va parler, c'est la pédagogie inversée. Sûrement que vous la connaissez déjà, mais c'est le principe de diviser la classe en deux. On a une partie qui est faite avant le cours, qui ça va être beaucoup plus théorique, et une partie en classe, là, on va être beaucoup plus dans l'activité, dans le côté pratique. Donc, dans la partie hors classe, on vous propose des types d'idées de travaux préparatoires pour bien comprendre les notions. Donc, ça pourrait être des vidéos, des textes à lire, des capsules audio, des forums de groupe et des journaux, un journal réflexif ou des journaux réflexifs. Donc, c'est des types d'activités que vous pouvez mettre. Encore là, pensez à ajouter de l'interactivité. Ce n'est pas parce qu'on montre de la théorie que ça doit rester théorique. Donc, on peut mettre des questions pour mousser un petit peu plus les réflexions des étudiants. Ensuite, lorsque les étudiants ont fait l'ensemble des travaux, on s'en vient en classe. Et là, c'est là qu'on est beaucoup plus actif avec des questionnaires ludiques, ça peut être des exercices, des études de cas, des mises en situation, du travail sur un projet. Donc là, les étudiants vont être vraiment actifs en classe, que ce soit en groupe, de façon individuelle. Ensuite, la pédagogie active. Donc, la pédagogie active, c'est, pour ceux qui la connaissent peut-être moins, c'est une façon de placer nos étudiants au centre de leur apprentissage. Donc, l'étudiant va vraiment être très, très actif, d'où son nom. On essaie de mettre ça aussi de plus en contexte réel pour que l'étudiant soit moins collé sur la théorie. Donc, on voit un petit peu plus le côté pratique. Donc, ça augmente la chance que l'étudiant soit un petit peu plus motivé. Qu'est-ce qu'on entend par pédagogie active? Ça peut être de la résolution de problèmes, ça peut être de l'enseignement par étude de cas, mise en situation, de la ludification, d'où le pourquoi de l'article qui se trouve à gauche, la ludification. Donc, dans cet article-là, Andy nous parle de deux types de ludification. Il nous parle de la ludification des contenus, donc en mettant les contenus de façon interactive par des jeux. Donc là, l'étudiant va vraiment être en action au sein d'un jeu. Et la ludification du contenant, donc le système de classe. Donc, là, Andy nous parle beaucoup du système de badge que lui a mis en place dans sa classe. Et ce qui était bien aussi dans le système de badge, c'est que l'étudiant était même impliqué dans la création des badges. Donc, en début de session, les étudiants choisissaient les types de badges qu'ils voulaient avoir dans la banque. Donc, dès le tout début, les étudiants étaient impliqués. Dans le deuxième article qu'on vous a mis à droite, là, on parle de la pédagogie extérieure. Donc, enseigner en plein air, si jamais ça vous intéresse, ça vous questionne, comment je peux mettre ça en place, pour aller lire l'article, c'est le Cégep de la Gaspésie-des-Îles qui possède, eux, des classes extérieures. Et dans l'article, on explique justement tout le fonctionnement des classes extérieures, c'est quoi le positif de mettre ces classes en place. Et on vous offre même aussi des idées d'activités à réaliser. Donc, Catherine nous parle, elle, en physique, qu'est-ce qu'elle a mis en place. Donc, il y a des idées pour voir un peu comment ça peut s'arrimer dans vos classes. Si jamais la pédagogie active, c'est un sujet qui vous intéresse, que vous voulez en savoir un petit peu plus, du 9 au 13 janvier prochain, le marathon de la POP va se dérouler complètement sur le thème de la pédagogie active. Donc, vous pouvez venir vous inscrire, sélectionner les activités qui vous intéressent pour en savoir un petit peu plus. Parlant de pédagogie active, Lisa-Marie, il y a Frédéric Thibault-Chabot qui pose la question suivante. Quels sont vos conseils pour créer l'engagement face à des tâches qui doivent être réalisées hors classe dans un contexte de pédagogie inversée? Camille, tu pourras enchérir cette autre idée. Moi, je dirais que c'est sûr qu'il faut qu'il y ait vraiment un pont entre les deux. Il faut que dès qu'on arrive en classe, il faut que ce qu'on a vu en asynchrone revienne en classe.
il ne faut pas nécessairement prendre le temps de réexpliquer les contenus. Comme ça, l'étudiant sait que ce qu'il fait en asynchrone, il doit l'avoir fait pour bien comprendre le contenu qui va être travaillé en classe. Donc, s'il ne veut pas prendre de retard, s'il veut être inclus et bien comprendre, il doit avoir fait le contenu avant. Donc, je dirais de dire que le contenu asynchrone qui est fait avant est très important et qui va être utile pour la mise en pratique. Puis, pour ma part, j'ajouterais là, que ça serait aussi d'essayer des fois de varier les exercices ou un peu les devoirs, là, si on veut, qu'on donne aux étudiants qui vont faire à la maison. Donc, soit si on donne beaucoup d'exercices, je dirais c'est en mathématiques, c'est sûr qu'il va y avoir des exercices peut-être plus traditionnels, mais est-ce qu'on peut essayer de trouver des fois une capsule vidéo à leur amener nos étudiants à écouter, ou sinon un balado, de varier des fois aussi les modalités là, pour transmettre, je dirais, l'information, là, pas juste que ce soit des textes, et là, d'avoir un étudiant, quand il voit le nombre de tâches devant lui, qu'il fasse ouf, c'est comme ça a l'air déjà lourd avant même d'avoir commencé, ou sinon d'essayer d'imbriquer. Donc, on l'a vu avec des modules comme H5P où l'on peut venir poser quelques questions à même une vidéo, donc ça garde quand même l'étudiant actif, puis d'essayer de segmenter ça et d'avoir toujours une sorte de fil conducteur, que ce soit en classe avec nos activités. Souvent, on va le penser pour quand on est en présence. Donc là, chaque activité, je dirais, l'ordre est défini pour une raison précise, mais des fois, d'essayer de faire la même chose avec les exercices qu'on leur donne là, hors classe, pour être sûr qu'il y a un ordre à chaque section, qu'il y a une raison pourquoi on leur donne ça. Là. Des fois, juste de l'expliciter un peu aux étudiants, ils vont mieux comprendre c'est quoi la pertinence aussi de travailler, je dirais, à la maison. Tu parlais aussi, Camille, de fil conducteur, mais aussi le fait de, justement, ce qu'on donne en asynchrone soit très cohérent à ce qu'on voit en classe, de ne pas donner plein d'autres travaux qu'on voit moins la pertinence, parce que là, l'étudiant peut se décourager et se demander pourquoi, justement, on donne ces tâches-là à faire. Dans ce contexte-là, il y a aussi Caroline Géoux qui, dans l'espace de discussion, dit, elle, qu'il est essentiel aussi de prévoir des activités pendant la lecture, l'écoute de la vidéo, bon, etc., et de prévoir une activité qui permet à la personne apprenante de vérifier sa compréhension, donc auto-évaluation, ou un corrigé est disponible également. Tout à fait. Donc, comme autre pédagogie ou assise qu'on propose, c'est vraiment la pédagogie authentique. On en entend de plus en plus parler. C'est vraiment l'idée d'essayer le plus possible, dans la mesure, je dirais, du possible, de faire vivre à nos étudiants une expérience en classe qui va être vraiment une sorte de répétition des fonctions de travail qui seront amenées à accomplir plus tard, donc sur le marché du travail, ou juste des fois d'amener nos étudiants à réaliser certaines tâches concrètes qui vont mettre en pratique des compétences clés pour leur futur travail. Je dirais, on a beaucoup d'exemples de pédagogie authentique, là, on le voit de plus en plus. Ici, ce sont des exemples assez récents qui mettent en lumière certains programmes plus techniques. Donc, c'est sûr que ça va être plus facile des fois dans certains programmes de mettre en place cette pédagogie authentique, comme je crois que je l'ai vu passer un peu plus tôt dans le clavardage, il y avait beaucoup de gens, soit infirmiers ou du cégep de Montmorency. Donc, un de vos collègues, Jonathan Jordan, a mis en place donc, des simulations interactives là, en soins infirmiers, donc pour les élèves qui sont en stage. Donc, c'est sûr que c'est un projet, je dirais, de plus grande ampleur. Donc, il a demandé quand même la mobilisation d'une équipe, de la scénarisation pour créer ces capsules-là, mais c'est vraiment l'idée, je dirais, derrière ce projet-là, c'était de développer des capsules interactives en réalité virtuelle, oui, mais c'était surtout pour préparer les étudiants à différentes situations qui vont vivre en stage, ou à tout le moins s'assurer que tous les étudiants vont vivre, somme toute, les mêmes situations en stage, surtout que je dirais, ça arrive souvent là, dans les milieux de stage que certains étudiants vont apprendre énormément et d'autres que leur stage, des fois, vont peut-être être moins porteurs ou ils vont voir moins de matière, si on veut. Donc là, au moins, ça permettait à tous les étudiants d'avoir un peu une base commune. Et aussi, surtout en soins infirmiers, là, ça permet aux étudiants de faire des erreurs ou d'être dans une simulation interactive,
mais d'avoir ce filet de sûreté-là, donc de ne pas, je dirais, faire une erreur qui peut être très importante ou lourde de conséquences, là, je dirais, sur quelqu'un ou sur un patient là, en stage. Au moins, ça permettait, je dirais, aux étudiants aussi de prendre conscience de leurs actions et de, je dirais, des conséquences que des gestes qu'ils posent, donc pourraient avoir. Donc, ça, c'était un projet, je dirais, dont on a parlé là, dernièrement. Aussi, on avait un récit le printemps dernier qui était des capsules vidéo, donc interactives, avec des jeux de rôle. Donc, ici, c'était plus un projet d'un enseignant de l'Université de Montréal en psychoéducation, Steve Geoffrion, qui a vraiment opté pour une approche de pédagogie inversée, dont on vous a parlé un peu plus tôt, en utilisant des simulations aussi, qui pouvaient être vues avec des, je dirais, lunettes de réalité virtuelle, oui, mais qui pouvaient être aussi tout simplement visionnées. Donc, vous avez une capsule et c'était donc des sortes de jeux de rôle avec chaque fois que l'étudiant répondait à une question, vous voyez aussi directement donc l'impact de sa réponse sur la situation et ça pouvait vraiment venir changer le tout. Puis c'était une sorte de mise en contexte avant d'amener les étudiants à participer à des jeux de rôle. Donc déjà là, souvent quand on leur propose un jeu de rôle, certains vont embarquer d'emblée et d'autres vont être plus réticents, puis n'ont pas tous une formation d'improvisation ou en théâtre, donc là, sont comme un peu plus frileux. Au moins, d'avoir vu ça, d'avoir compris ou d'avoir le sentiment que quelqu'un a déjà fait un peu la mise en situation avant vous, ça les sécurisait, puis ils étaient déjà beaucoup plus enclins à participer à l'activité qui allait suivre. Et finalement, donc, un dernier exemple qui est l'apprentissage en milieu de travail. Je pense qu'on ne peut pas souhaiter plus de pédagogie authentique que cet exemple-là de David Gélina du Collège La Flèche, qui a, je dirais, mis en place l'apprentissage en milieu de travail qu'ils appellent l'AMT dans 3 programmes techniques, celui de gestion et d'intervention en loisirs, de tourisme et de gestion hôtelière. Donc, c'est vraiment une manière de venir valider le choix de carrière des étudiants et de développer des compétences concrètes sur le terrain. Donc, c'est sûr, pour ce projet-là, qui a, je dirais, eu une subvention, puis qui s'est étalé sur 3 voire 4 années, si je ne me trompe pas, ça a pris une collaboration là, vraiment très présente des milieux de différents organismes là, communautaires et hôteliers aussi, avec les étudiants. Donc, il y a eu beaucoup d'acteurs qui sont venus, mais ça fait en sorte qu'il y a une grande partie de l'enseignement qui se fait, je dirais, sur les lieux de travail à proprement parler. Donc, les enseignants vont être déployés dans les milieux des différents organismes, puis c'est beaucoup dans l'exemple qui est cité dans notre article pour l'organisation d'événements, donc que ce soit corporatif ou communautaire. Donc là, ça va être vraiment, il y a un tuteur, je dirais, qui appartient à l'organisme, qui chapeaute une équipe d'étudiants, mais l'enseignant va venir soutenir, dans le fond, les différentes équipes là, dans les différentes tâches, vraiment s'assurer donc que le travail s'organise et que le client, en fin de compte, est satisfait de l'équipe et de l'organisation, donc de l'événement. C'est sûr, ces 3 exemples-là sont, je dirais, évoquent donc, des programmes techniques. Souvent, c'est plus facile de faire l'arrimage entre je dirais, pédagogie authentique quand on enseigne, par exemple, la réanimation cardiaque à des étudiants en soins préhospitaliers d'urgence. C'est clair qu'ils vont l'utiliser dans leur quotidien comme ambulancier. Par contre, ça n'empêche pas, comme moi, je suis en littérature, c'est sûr, leur faire, je dirais, enseigner la poésie. Il y en a plusieurs qui vont m'arriver en disant « je ne vais pas en relire, malheureusement » ou « je ne vais pas comme l'utiliser dans mes fonctions premières, si on veut, de travail. » Mais ensuite, il faut soit les amener à pousser un peu plus loin leur réflexion pour se rendre compte que oui, on enseigne par le biais de la poésie, je prends mon exemple en littérature, mais c'est vraiment plus de comment argumenter, comment formuler un message clair. Donc, tous ces éléments-là, des fois, il faut amener l'étudiant à repenser ça. Ou il y a aussi possibilité avec la pédagogie authentique, je dirais, peut-être la matière est moins authentique, si on veut,
mais les modalités pour se l'approprier peuvent l'être. Donc, on a plusieurs exemples qui montrent comment des enseignants ont fait des projets pour amener les étudiants à rédiger des fiches sur Wikipédia. Là, ici, c'est en histoire de l'art québécois en particulier. Donc là, c'était vraiment intéressant aux étudiants de dire « Wow, ce que je travaille va être affiché dans je dirais, un moteur de recherche que j'utilise assez fréquemment, comme tout le monde, donc va voir un peu sur Wikipédia, ou sinon d'utiliser des fois les réseaux sociaux. On a des exemples où c'est une enseignante de philosophie qui a voulu partager certaines notions clés de philosophie par le biais d'Instagram. Donc, les étudiants ont créé des vignettes qui ensuite, elle a publié sur Instagram. Donc, ça permet un peu de réutiliser certains réseaux sociaux ou certaines modalités que je dirais que les étudiants vont utiliser au quotidien. Donc, je vois le temps qui file. On va finaliser la présentation, puis on va prendre les questions par la suite. Et un peu dans le même ordre d'idée, donc la pédagogie par projet, je dirais, ça va être toujours c'est une manière qui est intéressante de motiver ou du moins d'engager les étudiants dans quelque chose qui vont créer un peu de toute pièce. Donc, je vais prendre l'exemple de droite en premier. Karine Jeté, dont on vous a parlé un peu plus tôt pour son répertoire d'outils numériques, nous a partagé cet automne une liste un peu de projets qu'elle a mis en place dans son cours d'espagnol. Et là, ça va vraiment de différents projets de tout ordre, que ce soit en lien avec des journées thématiques, créer soit un atelier de danse ou même celui que j'aime particulièrement, c'est qu'elle a amené ses étudiants à créer une sorte de répertoire de restaurants latino-américains à Montréal et dans les environs pour accueillir leur tutrice mexicaine qui arrivait cet automne. Donc, c'était une manière de lui souhaiter la bienvenue, puis de lui proposer des endroits où aller, donc de bons cafés, de bons restaurants, puis c'est très authentique parce que les étudiants sont allés les tester, ils vont souvent, ont donné leurs commentaires, ont photographié même leur assiette, donc ça garde ce caractère-là de, je dirais, authentique, donc je mentionnais juste avant. Et aussi, je veux mentionner le projet qui a été fait par Stéphanie Granger du Cégep de Marie-Victorin et de Madeleine Veillet, qui est enseignante au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Donc, de bouche à oreille, je dirais, les deux enseignantes sont rentrées en contact et ont décidé de collaborer ensemble. L'une est enseignante en arts visuels et l'autre en psychologie. Donc, ils ont vraiment deux disciplines différentes, mais ont pris un peu le même sujet, qui est cette idée-là de créature mythologique qu'elles ont exploité différemment. Donc, Madeleine a amené ses étudiants en psychologie, je dirais, à travailler, à créer une première créature mythologique à partir de différentes notions qu'elles ont vues en psychologie, puis qui étaient beaucoup intériorisées, donc qui étaient une sorte un peu... Elles ont écrit, je ne vais pas me tromper, donc sur elles et comment elles rentrent en relation avec les autres en utilisant un langage des animaux, donc un langage animalier. Et ensuite, ces étudiantes ont partagé leur créature mythologique avec différentes explications aux étudiants de Stéphanie Granger en art visuel, où là, ces étudiants sont repartis avec ça et ont repensé les créatures en fonction de, je dirais, de la compétence à atteindre dans son cours, où là, il fallait qu'ils utilisent un logiciel précis. Donc, ils ont vraiment repensé toutes ces créatures-là pour faire deux produits distincts, mais avec ces mêmes notions-là. Donc, ça a amené une belle collaboration avec des gens que peut-être les étudiants n'auraient pas rentré en contact nécessairement, là, sauf par le biais de ce projet-ci. Et finalement, un très bref mot. Donc, je dirais, on ne peut pas passer sous silence un peu l'idée de pédagogie inclusive. Donc, c'est toujours autant d'actualité. Puis, ça va être difficile en, je dirais, une minute d'en parler beaucoup, mais c'est vraiment d'offrir des choix aux étudiants. Puis, ça peut prendre, ça va aider pour l'engagement, mais ça peut être soit présenter l'information sur différentes formes, comme on l'a vu dans la pédagogie, je dirais, inversée, ou soit des fois d'offrir le choix du format d'évaluation. Ça peut sécuriser ainsi certains étudiants ou enlever
certaines barrières. Puis des fois, c'est juste de se ramener à repenser en tant qu'enseignant. Pourquoi on donne un temps limite? Pourquoi on a mis une date finale? Certaines fois, c'est lié au plan cadre, c'est une obligation départementale. C'est sûr qu'on ne va pas révolutionner tout, mais des fois, on a juste mis ça un peu par défaut, par pensée d'équité. Mais est-ce que c'était vraiment la meilleure façon de faire? Donc, c'est des fois de juste repenser à ça et de revoir si on peut, des fois, donner plus de choix aux étudiants ou repenser notre enseignement. Donc, pour en apprendre plus et, je dirais, avoir une meilleure idée d'activité que vous pouvez réaliser, on a un dossier, il date un peu, mais il est très, très, très garni là, en idées, qui était vraiment avec différents outils numériques là, pour soutenir une approche donc inclusive. Et pour plein d'autres idées, je me répète un peu, mais c'est de nous suivre, donc soit sur les réseaux sociaux ou de vous abonner à notre infolette là, éducative qu'on publie une fois par semaine. Intéressant, très intéressant, motivant et ça pousse à l'engagement, là. Vraiment, c'est vraiment très bien. Et je sais qu'Éductive, là, tantôt, j'ai placé un lien vers des articles qui sont parus dans Wikipédia qui datent de quelques années, mais qui sont vraiment intéressants à lire. Et entre autres, là, quand je reviens à Wikipédia, je sais que c'est un truc parmi d'autres, mais comment c'est d'écrire un article, de savoir que tu vas être publié, que tu vas pouvoir être lu, en plus d'avoir un impact sur la motivation. Souvent, c'est un travail d'équipe, ça peut être un travail, un texte, ça peut être un travail à réaliser, un travail final, mais en même temps, ça diminue de beaucoup. En fait, ça annihile complètement les possibilités de plagiat, parce que quand on publie dans Wikipédia, c'est certain que ce qui est écrit est révisé à la loupe là, par plein de personnes. Alors, ça a un impact aussi sur la prévention du plagiat, vraiment. Il y a quelqu'un qui vous remercie d'ailleurs, mais dans le module de questions. Mais est-ce que les gens auraient des questions à poser ou des témoignages à apporter? Si vous désirez parler aussi, on peut lever la main. Lever la main et on ira vous donner la possibilité d'activer votre micro. Autrement, est-ce que vous avez des commentaires, des questions à poser? On va laisser le temps aux gens de... Entre-temps, moi, je vais placer le lien vers le formulaire d'appréciation. Est-ce que ça va comme ça ou... Est-ce que vous auriez des précisions, des précisions à apporter? Bon, il y a Catherine Soleil dit que, comme je disais, que c'est un très beau nom, c'est vraiment bien. La pédagogie inclusive demande surtout de repenser à l'objectif de son activité et d'offrir des options en ayant en tête la variabilité de la population étudiante pour ceux et celles là, qui lisent l'anglais. Le site de Cathy. Un instant, parce que là, ça saute quand il y a un message qui rentre, ça saute. Alors, le texte de Cathy Novak est éclairant, donc un article que propose Catherine. Et les autres manifestent leur intérêt pour l'activité que vous avez animée toutes les deux. Lucille qui dit que c'est un webinaire de grande qualité, alors je me joins à elle. Merci et bonne journée à tous. Donc là, c'est vraiment là, les gens qui... Il y a Annie Martineau qui a posé une question plus haut. Annie, est-ce que vous pourriez la poser dans le module de questions-réponses? Parce que justement, là, quand on est dans le module de discussion, c'est pas évident de voir là, tout ce qui passe. Je crois que c'était simplement pour partager le lien de notre Geniali, là, sans aucun problème. Je crois que, Nicole, si je ne me trompe pas, tu vas partager l'information et tout. Oui. Puis, moi, cet après-midi, j'écris à tout le monde. Je partage le lien vers justement le chat. Il y aura le lien vers le webinaire Geniali, etc. Et le lien vers la vidéo en différé là, va vous être fourni quelques jours plus tard. Écoutez, mesdames, un gros merci pour votre présentation. C'est toujours stimulant de vous entendre. Vous savez que je suis une admiratrice invétérée d'Éductive. Je lis beaucoup de vos articles et je vous remercie infiniment pour tout le beau travail que vous faites. On se dit à la prochaine, j'espère. Merci tout le monde. Merci aux participants.
À Merci bientôt à tout le tous. monde. Merci à tous. Bonne journée. Oui, bye.